Christelle, bonjour à toi. Bonjour. Je suis très content de te recevoir aujourd'hui pour ce deuxième numéro en podcast entre coachs, justement. Oui. Aujourd'hui, je voudrais faire appel à toi par rapport à tes qualités de coach sur les émotions, notamment. Est-ce que déjà pour les internautes, tu peux te présenter, nous dire un petit peu Oui. tes spécialités au niveau du travail? Oui, alors moi je suis coach de vie, donc je fais de l'accompagnement de la personne avec une dimension thérapeutique quand c'est nécessaire dans les accompagnements. Donc coach de vie, ça veut dire quoi? C'est accompagner la personne dans sa vie à des moments où elle a besoin d'être un peu soutenue ou trouver des nouvelles ressources face à des défis, des difficultés qu'elle rencontre. Voilà. Bon, bah ça tombe bien parce que justement, nous, en salle de sport, on a beaucoup de personnes qui viennent aussi par rapport à des objectifs et à des défis personnels. Et on voit bien que le corps et l'esprit, il faut qu'ils soient en phase pour pouvoir avancer. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voudrais qu'on puisse travailler par rapport aux émotions, notamment, comment aider des personnes à travers ce podcast pour justement et les aider à accomplir justement leurs objectifs. Comment les aider justement, comment gérer leurs émotions à l'aide de la pratique sportive? Est-ce que tu aurais des conseils, des choses à te donner, des tips, comme ils disent actuellement, pour eux à pouvoir aller plus loin? Oui, parce que dans le coach de vie, en fait, c'est de prendre la personne dans sa globalité et de ne pas cloisonner en fait, les aspects de la personne. Donc on va effectivement prendre en considération ce qui se passe physiquement, ce qui se passe émotionnellement et ce qui se passe mentalement. C'est les trois grands aspects de la personne. Et en fait, si on travaille sur les émotions, on ne peut pas dissocier de ce qui se passe aussi au niveau mental et de ce qui se passe au niveau instinctif et physique. Donc du coup, pour répondre à ta question sur la partie émotionnelle, c'est important de juste recadrer comment ça fonctionne. En fait, on est tous faits d'une multitude incroyable de pensées et de croyances. Et c'est ce qui fait notre façon de regarder le monde, de définir le monde dans lequel on vit. Ces pensées et ces croyances déclenchent des émotions. Les émotions qu'on va ressentir vont nous amener à mettre en place des comportements, à agir. D'ailleurs, émotion en anglais, c'est emotion, c'est ce qui nous met en mouvement. Donc sans passer par l'émotion, la mise en mouvement est difficile, le passage à l'action est difficile. Okay? Si je reviens à l'origine, à toutes les pensées, les croyances, si je simplifie, il y a deux grands types de pensées et de croyances. Les croyances aidantes et les croyances limitantes. Les croyances aidantes vont déclencher des émotions qu'on va définir comme étant positives, même si j'aime pas le terme positif ou négatif chez les émotions. En tout cas, c'est des émotions qu'on accueille, qu'on accepte, avec lesquelles on est bien, et donc on va adopter des comportements qui vont descendre de ces émotions dites positives. Les croyances limitantes vont, elles, déclencher des émotions plutôt dites négatives et donc nous amener à des comportements en lien avec ces émotions négatives. Or, la partie visible, c'est le comportement. Et on ne peut pas comprendre ce comportement si on ne sait pas de quelle émotion il remonte et de quelle pensée ou de quelle croyance il est issu. D'accord ? Oui, nous, on le voit souvent en sport où justement, on a tendance à voir plutôt les croyances limitantes. Nous, beaucoup de personnes arrivent avec des préjugés par rapport au sport. Attention, je risque d'abord le côté je risque de me faire mal avec une pratique sportive, ou après ont tendance aussi à avoir des croyances je ne suis pas capable de réussir ça, la course à pied c'est pas fait pour moi, je suis mauvais, les adhérents, les clients ont tendance à se rabaisser, à se voir toujours négativement, et c'est vrai que je pense que c'est lié par rapport aussi à enfouir au niveau personnel chez eux, avoir ce genre de croyances et d'émotions plutôt négatives, même si tu n'aimes pas forcément ce terme. Oui. Et c'est pour ça comment pouvoir aider, parce que nous, encore une fois, en tant que coach sportif, on intervient sur le côté physique. Bien sûr. On peut travailler également sur le côté mental. Il y a notamment les préparateurs mentaux ou également tout ce qui va être l'accompagnement psychologique. On le voit maintenant avec le fameux mindset qui ressort un petit peu à la mode actuellement. Mais je pense qu'après, il faut aussi avoir des qualités comme dans ton domaine pour pouvoir vraiment aider la personne, déceler au niveau émotionnel ce qui ne va pas, pour l'aider, l'accompagner au mieux dans ses objectifs. Donc là, effectivement, tu dis il y a la partie physique et il y a la partie mentale. Et puis il y a un petit trou là au milieu, au niveau émotionnel, on ne sait pas trop comment faire. Okay ? Donc déjà, la première chose à faire sur cet espace émotionnel, c'est de déjà
sortir de ce fameux émotion positive et émotion négative. En fait, l'émotion, elle vient nous apporter une information pour retrouver un équilibre. En fait, le fonctionnement de l'humain, il est de toujours revenir à un principe d'équilibre. Là, si on parle de ces 3 grands centres énergétiques, l'idée, c'est d'être équilibré entre le mental, l'émotionnel et le physique. Okay, donc, si cet aspect émotionnel, les 3/4 du temps, on le met de côté, ben, on est déjà en déséquilibre. Okay, donc, la première chose, c'est redonner la place aux émotions. Simplement dire, elles sont là, on ne va pas faire comme si elles n'y étaient pas. Les accepter. Elles sont là. Et donc, juste accueillir, ok, bah oui, je suis en colère, je suis triste. Alors, je vais parler de ces émotions-là parce que c'est les plus difficiles, forcément, à accueillir. Mais qu'est-ce que ça vient me raconter, en fait? Qu'est-ce qu'il y a comme information? Qu'est-ce qu'il y a comme connaissance de moi que ça peut m'aider à faire avancer dans la vie? Alors, je vais être très simple, mais c'est des pistes déjà énormes. Quand on a la peur, ça dit qu'il y a un besoin de sécurité. Ok, donc, tiens, je me sens pas, j'ai peur, mais de quoi j'ai peur? Qu'est-ce que je crains? Et puis, bah, du coup, si j'identifie de quoi j'ai peur, bah, comment je peux me mettre de la sécurité? Donc, je ne vais pas ignorer ma peur, mais au contraire, la rencontrer et aller y répondre en mettant de la sécurité. Je me sens en colère, avec toutes les variations qu'il y a autour de la colère. Ok, la colère, elle dit qu'il y a un problème de justice ou de justesse. Quelque chose n'est pas ajusté dans ma vie. Okay, donc je regarde qu'est-ce qui n'est pas juste et comment je peux ajuster les choses dans ma vie pour justement cette colère, elle va me donner la direction. 3e émotion dite négative, la tristesse. Okay, la tristesse, elle dit quoi? Il manque quelque chose. Il y a un vide, il y a un espace à combler. Je vais aller voir ce qui me manque et je vais me mettre en action pour combler ce manque. Voilà. Et là, on est en train d'être en vie. Et on est en train de se mettre en équilibre parce qu'on va écouter les 3 aspects. Mais ça, je le vois souvent en entretien avec des clients lorsqu'ils viennent en bilan notamment, où bien souvent aussi, on sent, ils ont cette tristesse, j'ai pris du poids, j'en suis triste, ou je suis en colère parce qu'actuellement, j'ai monté 3 étages la semaine dernière au travail. Je ne me reconnaissais pas, je me sens fatigué, j'ai l'impression d'avoir pris 10 ans dans la tronche et j'essaye de chercher à comment rebondir. Et en effet, on voit qu'il y a aussi des émotions qui passent parce qu'il y a une envie de se reprendre en main, d'aller chercher un objectif. Et c'est vrai que nous, on est là pour répondre, pour donner un moyen, mais comment à un moment donné les aider à tenir dans le temps, je pense qu'il faut qu'ils apprennent à connaître et à bien identifier leurs émotions pour mieux y répondre aussi. Donc, une autre façon qui peut aider les personnes, c'est après un exercice physique, après un entraînement, une séance de sport aussi au fait, je me sens comment? Et de prendre le temps d'aller ressentir, parce que quand on n'y est pas entraîné au début, ça prend un peu plus de temps d'identifier finalement comment ça se passe. Je suis en joie, je ne le suis pas encore vraiment, je me sens bien mais je suis fatiguée. Et là, on va commencer à pouvoir ajuster comment cet effort physique est unique, parce qu'on est tous des personnes uniques, et même du jour au lendemain, on n'est pas les mêmes. Donc c'est comment justement je peux m'adapter aussi la séance de sport en identifiant comment je me sens avant et puis surtout comment je me sens après. Et puis là, en fait, notre fonctionnement, j'ai pas précisé tout à l'heure, on a des croyances qui déclenchent des émotions, qui déclenchent des comportements, et puis là, on se fait une petite synthèse et on reboucle la croyance. Okay, si la croyance est limitante, l'émotion est négative, le comportement, on ne l'aime pas, on fait le bilan, ça ne va pas, et je renourris ma croyance limitante et je tourne en boucle. Okay, donc, à travers un exercice physique, l'idée, c'est que le bilan, il redevient intéressant, il redevient positif. Et là, il faut appuyer, il faut insister dessus. Du coup, je vais peut-être repartir dans une croyance qui peut-être n'est pas aussi limitante, voire elle peut devenir aidante. Et là, on peut inverser le processus. Mais ça demande, comme pour le sport, de l'entraînement. Ça demande de l'entraînement. Et moi, c'est pour ça que j'aime beaucoup quand j'ai des clients en séance, déjà, dans un premier temps, prendre la température au départ de la séance. C'est vrai que bien souvent, beaucoup de coachs aiment, il faut avoir un squelette, une idée, une orientation par rapport à l'objectif de séance. Mais bien souvent, en effet, il faut apprendre aussi à sentir la personne, dans quel état d'esprit elle est au moment d'aborder la séance. Et c'est sûr que, surtout pour une personne qui débute le sport, qui est déjà peut-être par de la peur, donc de l'insécurité, avec des croyances qui peuvent être le sport n'est pas fait pour moi, c'est en effet comment réussir à atteindre des séances où la personne change son comportement
par ben oui, la séance au final m'a plu, j'ai réussi à atteindre un objectif, même s'il était petit, mais revenir sur quelque chose de gagnant et pas forcément d'être dans un état d'esprit de perdant. Et c'est vrai que ça, à identifier aussi, c'est un travail que je demande beaucoup, c'est comment vous êtes senti après la séance. Bien sûr. C'est à un moment donné, c'est super important. C'est oui, le sport, bah, je suis arrivé en début de séance, je traînais des pieds. Moi, le sport, c'est pas quelque chose qui m'attire, je ne sais même pas pourquoi je suis ici. Et à la fin de la séance, ah oui, j'ai pris du plaisir, j'ai eu de l'interaction peut-être sociale aussi avec les autres. Bien sûr. J'ai ressenti en moi bah, voilà, l'effort, au final, j'ai apprécié transpirer. Et au fur et à mesure, c'est ce que je dis, ben oui, ben ressentez bien ça, apprenez à cultiver ça. C'est ce qui crée après les fameuses personnes qui, ben, je suis étonné, mais je ne suis pas venu 15 jours au sport, ça m'a manqué. Et là, on voit qu'on commence à développer des processus et on commence à prendre goût, différents. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et puis c'est important aussi, quand tu poses la question, comment vous êtes senti, on n'est pas entraîné à trouver le bon vocabulaire, ajusté pour exprimer vraiment ce qui se passe. Donc, ben, je me sens bien. Oui, mais bien, ça veut dire quoi? Bien comment? Parce qu'il y en a qui vont peut-être se dire, ah ben, je me sens bien dans mon corps, ok? Et donc, émotionnellement, ça donne quoi ce ressenti dans le corps? Voilà. Et c'est là où ben, y a encore à, comment dire, éduquer autour de accueillir, verbaliser les émotions. Et puis, je ne te passe pas carrément les grandes tendances où si je suis un mec, j'ai pas le droit d'être triste, si je suis une femme, j'ai pas le droit de me mettre en colère, etc. etc. Et justement, là, en discutant avec toi, ce qui me vient, c'est que pour moi, la pratique sportive, elle est un défouloir incroyable sur l'émotion de la colère. Parce que quelqu'un qui va arriver avec une grande tristesse, il faut passer par je la lâche, ma tristesse. Donc ça veut dire peut-être pleurer, je sais pas, 5-10 minutes. Bon, c'est pas forcément votre métier et c'est pas toujours idéal de, en plus, montrer sa vulnérabilité dans une salle de sport. Bien sûr, il y a du monde. C'est pas génial. La peur, la personne peut arriver avec des peurs et dans ce cas-là, si elle verbalise des peurs, s'il y a des peurs que toi tu peux sécuriser à travers tes connaissances, l'entraînement que tu peux proposer, etc., ben, on vient sécuriser. Ça, c'est une chose intéressante. Mais j'arrive et je suis en colère. Et ben, j'ai même pas besoin de savoir pourquoi je suis en colère. On va taper dans le sac de frappe et on décharge jusqu'à ce que voilà, je sente que ça c'est déchargé. Mais complètement, moi je le vois en salle. Généralement, en plus, il y a un petit peu l'effet du phénomène horaire aussi par rapport à la pratique. Le matin, j'ai des gens qui viennent démarrer leur journée, qui se mettent tout doucement en route. Le midi, on voit ceux qui viennent à la pause entre-temps, qui courent entre 2 heures de travail. Bon, ben voilà, ils essaient de caser ça par rapport à un manque de temps. Mais le soir, généralement, le côté colère, ouais, j'ai passé vraiment une mauvaise journée, au boulot, ça a été très long. Il y a un truc qui boue, ou j'ai eu mon collègue ou mon patron, où ça s'est mal passé. On sent que là, le sport devient le moyen d'évacuer justement cette émotion négative où les gens n'ont peut-être pas forcément pu mettre des mots ou des actes pendant la journée, ils vont pouvoir l'échapper avec le sport. Ah oui, complètement. Et si les gens arrivent à l'identifier avant, bah, d'eux-mêmes, ils peuvent orienter aussi leur séance de sport. Ça peut être aussi intéressant. Donc là, il y a une question que je retrouve très souvent avec des clients en salle de sport actuellement. C'est beaucoup de personnes pratiquent du sport pour essayer de se sentir mieux aussi dans leur corps, par rapport à leur image physique, mais également aussi au niveau mental. Et moi, c'est surtout par rapport à comment, à travers le sport, comment on peut justement, par les émotions aussi, apprendre à s'aimer et se sentir mieux dans son corps. Est-ce que ça, tu as des orientations à donner à nos adhérents? Oui. Alors déjà, cette notion d'amour, c'est un élément essentiel dans l'humain qui parfois est encore un sujet tabou. Hein, c'est apprendre à s'aimer soi, avec toutes les pensées judéo-chrétiennes où j'ai pas le droit de me centrer sur moi, etc. etc. Donc ça, c'est un fondement. Si on a un cœur, c'est aussi pour s'aimer soi. D'accord? Et quand on s'aime soi, on peut déjà être mieux avec les autres. Donc ça, c'est un point très important. Et bah, comme on est fait de différentes polarités, bah, s'il y a une dimension d'amour, il y a une dimension de non-amour. Alors moi, je vais l'appeler le saboteur. Il y a, chez tous les humains, il y a du sabotage. Il y a une dimension de non-amour. Il y a une dimension sombre.
Et en fait, la plupart du temps, qu'est-ce qui nous empêche de s'aimer physiquement? Est-ce qu'on se trouve joli? Est-ce qu'on se trouve suffisamment musclé? Est-ce qu'on se trouve suffisamment intelligent, etc., etc., etc. Ce qui nous empêche de vraiment contacter ça, et donc les émotions positives qui en découlent, la joie, le bien-être, la sérénité, etc., c'est ce saboteur qui discute et qui lui dit... Alors sa phrase préférée, c'est « tu es nul ». Comme ça, il a résumé le... Voilà. Bon, après, il peut tourner ça avec plein d'autres mots, mais le résumé, c'est ça. Et il vient justement nous casser, nous diminuer, nous saboter. Et tant qu'on n'identifie pas ce discours intérieur très critique, très jugeant, très dévalorisant, voire méprisant, et qu'on ne commence pas à l'identifier en disant « mais il y a une partie de moi qui me raconte ça ». Mais est-ce qu'elle a toute la vérité? Non. Okay. Et est-ce que je dois l'écouter? Pas forcément. Et je vais prendre en considération que c'est une énergie qui fait partie de moi, qui malheureusement est transmise de génération en génération avec parfois des enseignants, des parents, etc., qui nous ont dit « t'es pas assez comme ci, t'es trop comme ça », etc., qui ont nourri en fait cette énergie de critique et de sabotage. Et de se dire « mais ça, je ne suis pas obligée de me l'approprier ». Et je vais le mettre à distance, c'est-à-dire je vais me dissocier de cette partie, elle est là, elle est à côté de moi, mais je ne vais pas lui donner toute la parole. Et du coup, ça peut ouvrir aussi à des parties de nous qui vont nous valoriser, qui vont nous autoriser, qui vont nous mettre en valeur, qui vont nous aimer pour ce que l'on est, comme on l'est. Et on a eu cette discussion tout à l'heure en arrivant, là, ces histoires entre les gens qui sont dans le body positive et qui font 50 kilos de plus que la moyenne et ceux qui sont à fond dans le sport, etc., c'est, oui, je m'accepte comme je suis. Mais cette partie critique, qu'est-ce qu'elle fait? Si elle est là, c'est qu'elle a besoin d'être là. Si je lui donne toute la place, elle me met en pleine dépression. Si je l'écoute en disant « peut-être c'est intéressant ce que tu me dis, je vais en prendre une partie, allez 10%, et elle me dit « tu devrais te muscler un petit peu ». Et si je l'écoute, et si je lui laisse un peu de place, alors là je vais trouver un meilleur équilibre entre « tiens, je suis en train de prendre du poids, mais tiens, je vais aussi faire un peu de sport ». Et là on revient toujours à cette notion d'équilibre entre mes croyances, ce que je ressens et comment je me mets en action. Ouais, moi je le vois complètement aussi là-dessus, sur les personnes qui à un moment donné ont eu une interaction extérieure qui font « j'ai pas fait de sport depuis 10 ans, mais ça y est, là je suis devant vous, je suis prêt à partir ». Et selon l'interaction qu'ils ont eue négative, les 3-4 temps, soit un rendez-vous chez le médecin où le bilan n'a pas été bon, ou l'essayage de la garde-robe qui s'est mal passé, c'est je passe de je n'ai rien fait depuis X temps, je suis prêt à venir tous les jours. Voilà. Non, là, à un moment donné, on passe trop vite d'un extrême à l'autre. Et nous, on essaye de réguler, de trouver avec cette personne. Voilà. Et forcément, ça parce qu'il faut que ça tienne dans le long terme. Pour pouvoir avoir du changement, il faut de la régularité, quelque chose qui tienne dans le long terme. Donc, il faut trouver le juste milieu et monter progressivement. Dès qu'on a consolidé, en effet, on arrive à venir une fois par semaine depuis 2-3 mois, très bien. Maintenant, on intègre une deuxième fois. Et est-ce qu'on arrive à la tenir ? Et des fois, il faut aussi être capable d'accepter que ça n'a pas été une bonne période, ça a été une semaine moins bonne. J'ai pu venir qu'une seule fois par semaine parce qu'il y a eu trop de travail, il y a eu peut-être de la charge émotionnelle à la maison ou dans la vie personnelle qui a fait que. Et c'est vrai que les gens ont tendance, quand ils gèrent mal leurs émotions, à très très vite partir d'un extrême à l'autre. J'étais très très motivé, je suis venu 5 fois par semaine, regarde, je l'ai fait pendant 15 jours. 2 semaines où ça s'est moins bien passé, non, je ne suis pas fait pour ça, j'y arrive pas et je suis nul. Et je repars tout de suite vers ma croyance limitante et j'abandonne, je décroche. Donc ça, c'est important de trouver cet équilibre-là. C'est important d'apprendre à vraiment se connaître. Et on est tous faits de multiples facettes. Et c'est important de prendre la personne aussi dans son environnement, avec toutes ses facettes. Cette partie qui veut nous amener un peu plus loin, qui est un peu idéaliste, mais qui, comme on dit le mot idée, c'est assez mental et qui peut-être nous demande de ressembler à Claudia Schiffer ou je ne sais quel grand sportif, etc. C'est une idée, ok ? C'est un aspect, mais qui est à prendre dans un environnement global avec d'autres
réalité chez la personne. Et je veux ressembler à Claudia Schiffer et j'ai 90 ans, bah, il y a une réalité qui n'est pas du tout prise en compte, c'est peut-être mon âge, par exemple. Okay, donc c'est important aussi d'aller écouter tout ce qui se passe chez la personne. Et puis plus on se connaît sur différentes facettes, plus on trouve un équilibre entre alors je veux dire, des voix à l'intérieur de nous qui chacune ont un discours, et parfois des discours qui s'opposent complètement. Aller à la salle de sport d'un seul coup tous les jours parce que j'ai une partie de moi qui a été activée parce que j'ai eu la réflexion d'un médecin qui m'a dit vous devriez maigrir par exemple. Ben, je donne la parole à une voix chez moi qui presque a un porte-voix écrit plus fort que tout le monde, et puis il y a le reste, ok. Bah, il y a, oui, mais le médecin, il ne sait peut-être pas que je viens de perdre mon papa ou ma maman et que du coup, je suis en deuil et du coup, mon énergie, elle est en train d'être utilisée à faire face à toutes ces émotions du deuil et que je ne peux pas être au four et au moulin en même temps et je ne peux pas avoir géré toute cette partie émotionnelle-là, la vivre, la traverser, et un deuil, ça prend du temps, voilà. Et je ne peux pas en même temps être pumped up à la salle de sport. Et donc, il y a tout cet environnement-là à prendre en considération. On l'évoquait tout à l'heure, si professionnellement j'ai des gros soucis, j'ai un très gros enjeu et je dois mettre toute mon énergie là-dedans, peut-être que la salle de sport, je dois la gérer différemment et pas pour juste y aller et me dépenser et m'épuiser encore plus. C'est pour ça que nous, pendant le bilan, encore une fois, quand on est coach sportif, nous, enfin, là on le voit avec Jérémy chez Correspa, on ne veut pas forcément s'immiscer dans votre vie, mais on essaie toujours un petit peu d'avoir toutes les informations pour pouvoir s'adapter par rapport aussi là-dessus sur notre suivi. Dans le sens où à un moment donné, en effet, on veut perdre du poids, mais d'accord, très bien, ça s'est installé en combien de temps cette prise de poids? Parce que c'est pas pareil si ça s'est installé sur les 10 dernières années. J'ai pris 10 kilos sur 10 ans, donc j'étais à peu près sur 1 kilo par an et je dérivais tout doucement. Et là, il y a une prise de conscience qu'avec l'âge, il faut que j'essaie de retrouver un équilibre au niveau physique et santé. Ou ça s'est passé en 2 mois. Parce qu'il y a peut-être eu une cassure au niveau professionnel, sentimental, et qui fait que là, actuellement, je suis peut-être encore à vif. Et donc, l'accompagnement, le suivi, l'environnement sportif ne peut pas forcément être le même, même approche. Et après, encore une fois, c'est en effet, chaque individu, on en parlait tout à l'heure, chaque personne est différente. Et le piège, c'est de se dire, oui, mais lui le fait comme ça fonctionne. Donc, ça doit fonctionner chez moi de la même manière. Non. Non. À un moment donné, en effet, il y a des recettes globales, mais à un moment donné, il va falloir trouver les bons ingrédients complémentaires qui vont faire que cette recette sera bonne pour nous. Et c'est important de toujours revenir à soi, à être en référence interne. Parce qu'effectivement, il se passe beaucoup de choses à l'extérieur de nous, puis on est dans un monde où les médias, les réseaux sociaux, on est bombardé d'images en tout genre. Et parfois, ça fait loi. Et ça veut dire qu'on devient dans une forme de pensée unique, un comportement unique, un ressenti unique. Et si je prends l'exemple d'un deuil, dans une même famille, il peut y avoir 3 frères et sœurs. Le décès du père ne va pas du tout se vivre de la même façon, pourtant c'est le même père, et parce que les personnes n'ont pas le même âge, n'ont pas le même tempérament, le même caractère, la même relation avec la personne, voilà. Et donc c'est là où à chaque fois c'est ok, il se passe quoi dans ta vie, mais tu te sens comment toi avec ce qui se passe dans ta vie? Et parfois il y a des surprises parce qu'on projette des choses sur les gens qui sont complètement à côté de la plaque, et parfois, pour un décès, la personne va dire « Qu'est-ce que je suis contente ?» Ah oui, non, mais c'est pour ça. Qu'est-ce que je suis contente parce que finalement, la personne était peut-être malade et que c'était préférable qu'elle s'en aille et qu'elle souffre moins, etc. etc. Et si nous, on projette un truc terrible, ça ne va pas du tout. On n'est pas du tout ajusté avec la personne et dans l'accompagnement sportif aussi. Ah bah oui, c'est pour ça qu'encore une fois, c'est vraiment important de se centrer par rapport à l'individu et de le prendre en compte. Après, à un moment donné, voilà, et cette relation... Moi, je sais qu'à chaque début de suivi, j'essaie d'avoir un maximum d'informations. Ça s'est bien passé, la journée était bonne, pas de douleur, ce qui me permet de pouvoir ajuster la séance et dire tous les voyants sont ouverts, on peut faire une grosse séance, ou il y a quelque chose et on va éviter de rajouter du négatif
Ben non, j'ai appris une mauvaise nouvelle au travail. Ça fait que mon niveau de confiance en moi est déjà bas. Est-ce qu'il faut rajouter une séance qui remette une mauvaise couche au-dessus? Donc oui, ça c'est vraiment important. Mais oui, le sport peut aider à mieux s'aimer, à en effet avoir ce développement personnel. Mais après, c'est pour ça aussi que beaucoup de personnes ont tenté par eux-mêmes d'aller dans des salles de sport, ont essayé seuls, ont vécu une mauvaise expérience, le catalogue directement comme expérience négative et c'est pas pour moi. Et au final, se séparent d'une activité qui pourrait au contraire les aider à s'accomplir. Maintenant, en effet, c'est là où c'est important d'être accompagné et d'apprendre à gérer justement ces émotions par rapport à ça. Et c'est là où la personnalisation dans l'accompagnement même sportif a toute sa place, parce que justement, ça va s'ajuster. Ça va s'ajuster à la personne, à là où elle en est, etc. Quand tu vas dans une salle de sport impersonnelle, il n'y a pas cet ajustement, et c'est parce que les gens ne vont pas le chercher, n'en ont pas besoin. Ils viennent dans de la consommation, type hypermarché, je prends, voilà. Est-ce que j'ai besoin d'être conseillée et accompagnée dans ma pratique sportive? C'est une autre approche. Et là, on prend plus la personne dans sa globalité. Le dernier point aujourd'hui que je voudrais pouvoir aborder avec toi, parce qu'on a tellement de choses qu'on pourrait raconter pendant des heures et des heures, je pense, pourquoi pas refaire un podcast à l'avenir. C'est moi une des choses, là je le vois en début d'année, tous les gens sont motivés, reviennent à la salle, donc ont eu ce déclic de bonnes résolutions et viennent. Par contre, on les sent, en effet, ils sont motivés dans leur discours. J'ai envie de perdre du poids, j'ai envie de réussir mon objectif sportif de l'année. Par contre, au bout de 2-3 semaines, tac, ils commencent à avoir déjà un décrochage. Et quand on parle avec eux, boum, et on revient très très vite aux bonnes vieilles habitudes où finalement, j'arrive pas à passer à l'action. Je suis motivé, j'ai envie, mais j'arrive pas à vraiment passer le pas et créer cette régularité, mettre les actions en place. Donc c'est surtout comment est-ce que ça a un lien entre émotion justement et passage à l'action lorsqu'on a une envie de réussir un objectif. Oui, alors je vais revenir parce que l'émotion, elle parle d'une croyance. Et puis quand tu dis j'ai décidé ou j'ai pris la décision de venir à la salle de sport, qui est le jeu là? Le jeu qui dit ça? Quelle est la partie de moi qui dit ça? Et c'est une partie qui a pris la parole et qui a profité en plus de ce qu'on fait habituellement en début d'année, les vœux, les bonnes résolutions. Et puis il y a plein de jeux, JE, à l'intérieur de nous, pas conscients, et qui attendent tranquillement et qui vont faire le travail de sape dans l'ombre. Et qui à un moment donné vont réussir à ce que le passage à l'action soit plus possible. Pour ça, ça me venait à l'esprit de prendre un exemple. Imaginons une femme de 35 ans qui est en couple, qui travaille et qui a 2 enfants en bas âge. Et puis, c'est le début de l'année. Et puis, c'est quoi tes vœux de début d'année? Je vais aller à la salle de sport 2 fois par semaine. Très bien. Pourquoi tu y vas? Parce que j'ai envie de me sentir plus en forme. Ok, très bien. Ça, c'est un jeu d'une femme libre, autonome, qui décide de prendre soin d'elle et de penser à elle et à se sentir bien dans son corps. On ne s'est pas concerté avant, mais là, tu es en train de donner concrètement l'avatar type, le profil type d'adhérent que j'ai à la salle. Voilà. Donc, sauf qu'elle n'est pas que ça, cette femme. Elle est en couple. Et que peut-être que son compagnon, son mari, attend d'elle, de passer du temps avec elle, de sortir avec elle, de la voir. Ah, ce jeu-là, il va dire, oui, mais moi j'ai besoin de temps aussi et je voudrais avoir ma place dans ta vie. Donc c'est la femme en couple. C'est un autre jeu, JE. Et puis, j'ai 2 enfants en bas âge. Et donc il y a la partie mère qui existe aussi. Et qui dit, attends, tu vas pas à la salle de sport, ton gamin est malade, ou il faut d'abord s'occuper des devoirs, des bains, d'aller jouer avec les enfants, ces tâches etc., de la maman. Et cette partie-là, elle prend la parole tout doucement et puis elle argumente à l'intérieur. Bon, ça fait encore une qui va à l'encontre de cette décision de cette femme autonome. Et puis imaginons qu'il y a un gros projet pro. Et puis, on lui demande de s'investir un peu plus ou de vraiment, sur son temps de travail, de donner beaucoup d'énergie, etc., etc. Et voilà, elle va dire, écoute, là, l'énergie, on va la garder pour la partie professionnelle parce qu'il y a des gros enjeux, il y a beaucoup de demandes.
Et ça va à nouveau bloquer la démarche de faire du sport. Donc, quand je décide en début d'année, c'est à nouveau, ok, comment j'intègre ça dans tout ce qu'est ma vie, dans toutes les dimensions que je suis, parce que je suis une mère, une femme en couple, une professionnelle, et puis aussi une femme qui a envie de faire du sport, et comment ça s'articule dans ma vie. Et ça devient une discussion avec soi-même, ça demande à dialoguer avec les différentes parties qu'il y a à l'intérieur de nous, ça demande parfois à arbitrer, à dire à une partie, ok, d'accord, toi, je te mets un peu en recul parce que j'estime qu'il y a une priorité. Comment prioriser, justement. Voilà. Et puis, dans ce cas-là, si je priorise une partie, comment je trouve une compensation à la partie qui est mise un petit peu derrière, qui ne passe pas justement dans cette priorité. Et là, il y a un vrai travail de connaissance de soi, parce que sinon, on peut se raconter beaucoup d'histoires. Et c'est là où la place du mental parfois est trop importante. Je vais me raconter que, je vais dire que, etc. etc. Ben oui, mais il y a un principe de réalité à côté de ce que je vais me raconter au niveau du mental. Le mental, il peut me raconter que demain, je monte sur le toit, je vais m'envoler. Ça, je peux le raconter. La réalité n'est pas tout à fait la même. Donc, même dans la pratique du sport, il faut aussi confronter à la réalité. Et la réalité, elle va passer par les émotions. Comment je me sens avec cette idée-là ? Tu me dis demain, monte sur le toit et tu vas t'envoler. Il y a un petit truc qui va faire peur à l'intérieur. Qui va me dire, pas sécurisé là, cette histoire. Je te ferais bien dire que je l'écoute, cette peur. Et que du coup, non, je ne vais pas la suivre, cette idée-là. Donc, par rapport à une pratique du sport, c'est aussi comment j'écoute les émotions que ça déclenche chez moi et comment je sécurise, j'ajuste, je comble des manques. Et là, on revient à toutes les émotions, peur, colère, tristesse. Et seulement après, il y a une action qui va se faire, peut-être pas de la façon dont je l'ai imaginé au départ, mais qui quand même peut s'installer. Mais j'en parlais avec Edwige qui est baby planner, justement dans notre précédent podcast, où justement, bien souvent, je pense qu'il faut, en effet, la priorisation des tâches, se dire, est-ce que là, je donne la priorité au fait d'être maman, d'être femme, ou d'être cette femme qui a envie de faire du sport. Et c'est sûr que ce n'est pas évident de toujours jongler dans un emploi du temps et un monde actuellement où on cherche le temps déjà. Ce n'est pas évident par rapport à ça. Mais je pense que ce qui est important en effet, c'est d'être capable de ne pas se raconter d'histoire avec soi-même et d'accepter et d'écouter en effet l'ensemble des jeux comme tu nous expliques et d'être en phase ensuite avec ça. Edwige nous racontait très bien qu'à un moment donné, c'est être capable aussi de prendre rendez-vous avec soi-même. Oui, c'est-à-dire que là, je viens d'être maman. Oui, mon corps actuellement a subi des transformations et qui sont tout à fait normales pour une jeune maman. Très bien. Là, actuellement, le temps de faire du sport juste en sortie de grossesse, j'ai pas le temps. Il faut de l'organisation. C'est de se donner un temps, 3 mois, 6 mois, peut-être 1 an. Et ensuite de reprendre rendez-vous. Et après, en effet, de ne plus toujours se cacher derrière des choses qui peuvent être résolues à ce moment-là. Et c'est là où il y a une histoire de conscience. C'est-à-dire que si j'ai conscience que je vais peut-être donner priorité à mon côté maman si je viens d'avoir un bébé, bien sûr. Mais j'ai conscience que pendant que je fais ça, je me mets moi, personnellement, un peu en recul. Mais je ne l'oublie pas, c'est là, c'est présent, et je l'assume. Et c'est important ce mot d'assumer. Parce que quand on assume, on n'est pas victime. Okay ? Quand on est dans l'énergie de la victime, c'est-à-dire qu'on n'assume pas ses choix, qu'on ne prend pas la responsabilité d'un choix, d'une situation, on rentre dans la plainte. La victime, elle est un magma de peur, de colère, de tristesse. Énergétiquement, ça nous plombe notre énergie. D'ailleurs, il n'y a qu'à être en présence de gens qui se plaignent. Vous ressortez, vous avez l'impression d'être pompé. D'accord ? Mais ils se pompent eux-mêmes avant de pomper les autres. Il y a un peu les gens négatifs. Voilà. Et donc, c'est à un moment donné de prendre la responsabilité de la situation. Là, mon corps physique, là, il dit quelque chose. Il dit qu'il a besoin de bouger. Il dit qu'il a besoin peut-être d'une alimentation différente. Il me raconte quelque chose. Comment ça, je mets ça en priorité aussi dans ma vie ? Voilà. Comment j'écoute ça ? Et oui, je vais trouver du temps parce que je suis une jeune maman. Mais là aussi, on va revenir à un des grands principes fondamentaux de la vie, c'est l'équilibre. On n'est pas que maman. On n'est pas que un corps physique. Bien sûr. Voilà. Et il y a à trouver un bon équilibre entre tout ça.
Et c'est là où on va prendre la personne dans sa globalité. Et dès qu'on va être trop dans un aspect, on va être dans l'excès et on va être dans le défaut de cet aspect-là. Ouais, c'est là où, à un moment donné, d'écouter la personne et d'être capable, nous, en tant que coach, c'est d'essayer aussi de remettre un petit peu les yeux en face des trous à ce moment-là, de dire, j'ai entendu que là, tu as une envie de perdre de poids, très bien, voilà, nous, on pose beaucoup de questions. Dans quelle situation professionnelle actuellement? Est-ce que tu es encore en congé maternité? Est-ce que peut-être tu as arrêté pour pouvoir vraiment reprendre ton temps complètement pour toi? Mais demain, quand tu reprends ton activité professionnelle, bah, ça reprend en compte parce que demain, les gens se mettent à faire beaucoup de sport parce que là, ils le peuvent. Ouais. Mais après, il peut y avoir cette fracture au niveau mental et au niveau motivation parce que bah là, je pouvais aller au sport 3-4 fois par semaine, donc j'avais du résultat. Sauf que là, boum, je reprends mon activité professionnelle. Je peux aller à la salle qu'une seule fois et je n'ai plus les résultats escomptés parce que rebelote, retour des restos le midi avec les collègues, Voilà. des habitudes. Le soir, je donne à manger au petit et puis je grignote avec lui. Et donc, je vois mes efforts de 4-5 mois où j'avais obtenu des résultats, ça repart un peu à l'envers. Et là, je m'abandonne complètement. Donc, c'est sûr qu'à un moment donné, c'est là où on explique qu'il y a toujours des phases et qu'en effet, une progression. Il faut vraiment avoir la bonne loupe à ce moment-là parce que si on fait que le focus à l'instant T, on peut être déçu. Alors que moi, c'est ce que j'essaie d'expliquer. Regardez plutôt sur les 2 dernières années, 3 dernières années, je suis passé à je ne faisais pas de sport ou maintenant j'en fais régulièrement. Voir le verre toujours à moitié plein et pas toujours à moitié vide. Et c'est là aussi où c'est important pour aider les personnes à rebondir. Et c'est important ce que tu viens de dire, notamment par rapport aux émotions. C'est bien aussi de prendre un temps d'arrêt et de prendre ce recul ou une hauteur de vue et de regarder, c'est ok, là où j'en suis, mais finalement, où j'étais, comme tu dis, d'où je viens. Finalement, c'est pas ce que je m'étais dit mentalement programmé, je suis pas exactement là où je voulais, mais quand même, j'en ai fait du chemin. Bien sûr, il faut savoir se retourner. J'ai toujours tendance à dire, on ne roule pas en regardant que dans le rétroviseur, mais c'est important de temps en temps aussi de savourer. Il y a ça qui a été fait. Voilà. Et ça permet justement de se dire, si j'ai déjà fait ce chemin-là, je peux refaire autant devant. Et là, le coach a sa place. Là, il peut permettre de justement apporter ce regard extérieur qui propose un recul, qui dédramatise et qui n'est pas dans l'émotion même de la personne et qui, du coup, peut avoir une observation plus calme et plus juste. Écoute, merci pour ces échanges. Merci à toi. Ça fait toujours un plaisir de discuter avec toi, que ce soit coach de vie, coach sportif. Encore une fois, on est toujours sur des professions, on essaie d'aider les gens. On accompagne. Accompagner, exactement. Avec des expertises diverses et variées. Merci à toi, puis à la prochaine pour un prochain podcast. Merci. Merci Christelle.